était, est-ce que vous pouvez imaginer tout ce qu'il y a comme émotionnel chez vous? Qu'est-ce que c'est l'émotion pour vous? On est tous traversés par des émotions, c'est sûr, mais on peut être plus ou moins perturbé par ces émotions. Il y a des gens qui contrôlent bien, qui gèrent bien leurs émotions, et d'autres qui sont très émotifs, on dit, et qui vont plus facilement partir un petit peu, et plus facilement être perturbés justement par ces émotions et avoir une sensation, de fragilité par rapport à ces émotions. Bien, donc l'expérience émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Pour chacun de nous, c'est différent, comme je viens de le signaler. Il faut faire une différence entre ce qu'on peut ressentir de manière spontanée, c'est-à-dire l'émotion brute, et les constructions mentales qui vont se développer à partir de ces émotions. On va avoir, comme je le disais tout à l'heure, des constructions avec la neige, le Père Noël, etc., des constructions qui sont positives. On peut aussi avoir évidemment des constructions négatives, des constructions qui vont nous pourrir la vie, nous mettre les bâtons dans les roues. Et donc, en fonction de l'émotion qui nous fait vivre des sensations désagréables ou des émotions au contraire qui nous font vivre des sensations agréables, on va pouvoir construire des éléments qui sont plutôt de l'ordre des sentiments, des constructions mentales, des croyances. Alors que l'émotion est brute. L'émotion brute est quelque chose qui nous traverse, qu'on ne choisit pas, qui surgit à l'intérieur de soi et qui est en réalité une information. On va voir ça un petit peu plus loin. Alors, il y a six émotions fondamentales. 6 émotions, je fais comme ça, c'est pas juste, je fais comme ça plutôt. 6, on en a 4 d'un côté, 2 de l'autre. C'est-à-dire qu'on a 4 émotions dites négatives qui nous font vivre des éléments, des sensations délicates, difficiles, désagréables, et 2 dites positives qui nous font vivre des sensations agréables. Et c'est important de les connaître, de les signaler, de pouvoir les identifier, ces 6 émotions. Le subconscient utilise les émotions comme éléments pour identifier les situations. On va voir ça un tout petit peu plus loin. Alors, on a les 4 émotions négatives et les 2 positives. Les 2 positives sont la joie et l'enthousiasme. On ne choisit pas d'être joyeux, on ne choisit pas d'être enthousiaste. À la place d'enthousiaste, on pourrait dire curieux ou intéressé. Quelque chose qui attire votre intérêt, qui vous met dans l'enthousiasme. Vous ne savez pas trop pourquoi. Vous ne savez pas trop pourquoi vous êtes sensible à la beauté, par exemple. Quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous fait du bien. C'est une émotion qui surgit. Et donc, la joie et l'enthousiasme sont les 2 émotions fondamentales, positives. Si on a les 2, on est capable de faire des constructions mentales du type amour, du type beauté, justement, esthétique, bonheur, etc., qui sont des constructions mentales. La différence, c'est que la joie, pour prendre celle-ci, ou l'enthousiasme, sont vraiment des indicateurs, sortes de pulsions, de choses qui nous traversent, d'indicateurs qui sont bruts. La joie, c'est pareil pour tout le monde. C'est une émotion universelle. Tandis que le bonheur ou la beauté, ça va varier d'une personne à l'autre. Vous voyez la différence? La différence entre une émotion brute, fondamentale, pareil pour tout le monde, universelle, et une construction mentale, construite sur une émotion, évidemment, mais qui va avoir la coloration de la personne qui fait la construction. Donc, on va avoir ces 2 émotions positives, joie et enthousiasme, qui seront très utiles à notre subconscient pour nous permettre justement de créer du bonheur, de la paix, de toutes ces constructions qui vont être personnalisées, personnelles. Maintenant, ce qui nous pose problème, et c'est là où souvent on va faire appel à l'hypnose pour régler les problèmes de la vie, c'est les émotions dites négatives, les fameuses 4 qui vont nous faire vivre des émotions
inconfortable, désagréable. Alors, il y a la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Donc voilà, avec 4 émotions, idem que les émotions positives, ce sont des émotions brutes. On ressent tous la colère de la même façon en tant qu'émotion brute, ou la tristesse, ou le dégoût, ou la peur. Simplement qu'on va après manifester là-dessus des constructions, c'est-à-dire que ma peur va prendre une forme d'angoisse, ou va prendre une forme ce qu'on appelle ça, de schizophrénie, ou je ne sais pas quoi. On va pouvoir développer une manière particulière d'installer la peur dans notre vie, mais au départ, l'émotion, le truc qui nous traverse, la peur, c'est universel. Peur, colère, tristesse, dégoût. Ces 4 émotions vont être utilisées par notre subconscient pour identifier les situations, les événements qu'on traverse, des expériences vécues, les identifier comme des expériences désagréables, donc dont il faut se prémunir, se préserver. Et le subconscient va mettre en place un certain nombre de programmes, de réactions pour nous protéger de ça, c'est-à-dire pour pas que ça se reproduise. Alors, évidemment, si je peux peut-être donner un exemple, quand on a peur quand on vit une peur, on va identifier, la peur va être collée, si on veut, sur un événement, une expérience dans laquelle la peur était présente. Par exemple, un petit garçon qui se fait aboyer par un chien, hein, et donc l'enfant va ressentir la peur, et la peur va se plaquer sur l'expérience du chien qui aboie, ou peut-être qu'il même l'a mordu, ou a menacé de le mordre, etc., ou l'a fait tomber, peu importe. Et donc, il y a tout un tas de détails qui sont liés à cette expérience en lien avec la peur. Ce qui fait que les situations ultérieures où un chien va apparaître dans la vie de cet enfant vont restimuler sa peur, et il va se mettre à ressentir dans le corps les mêmes sensations qu'il avait senties la première fois, lors de cette première peur. Non seulement ressentir les sensations, mais avoir les images qui reviennent, c'est-à-dire les images du premier chien qui a généré cette peur, et entendre aussi les sons, même en interne, entendre les sons de l'aboiement, etc., qui vont être modifiés, amplifiés pour finalement provoquer quoi? Provoquer la fuite, provoquer probablement la fuite ou l'évitement de toute situation en relation avec un chien. Et comme le subconscient est analogique et non pas logique, donc il fait des analogies avec plein de choses, tout ce qui va de près ou de loin ressembler à un chien va potentiellement être considéré comme dangereux par le subconscient. Donc, pour résumer, le subconscient va utiliser les émotions pour étiqueter des mémoires, des souvenirs, des expériences, de sorte qu'il va pouvoir ranger, mettre de côté, si on veut, les expériences potentiellement dangereuses, à partir desquelles il va créer un certain nombre de programmes inconscients pour nous en protéger. Et c'est là où le bât blesse, c'est là où effectivement l'hypnose intervient de manière assez utile pour reprogrammer ces vieux systèmes qui n'ont souvent plus lieu d'être. Parce que si un chien vous aboie dessus et vous fait tomber quand vous avez 2 ou 3 ans, le jour où vous avez 30 ans, vous n'avez plus besoin d'avoir la même peur. Et pourtant, même que vous êtes grand, vous êtes adulte, vous connaissez peut-être les chiens, etc., vous pouvez relativiser, et bien votre subconscient va continuer à reproduire cette peur du passé, cette peur enfantine,
et ce qui fait que tout grand gaillard que vous êtes, ou toute femme mûre que vous êtes, eh ben, vous allez avoir les chocottes parce que vous voyez un chien arriver là-bas à l'autre bout. Donc, il est important de se rendre compte que ces émotions, peur, colère, tristesse, dégoût, vont être utilisées par le subconscient pour générer des programmes qui vont être très, très efficaces et perdurer dans le temps. Lorsque on est enfant, lorsqu'on est tout petit, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont s'intégrer dans le subconscient de manière très forte, très puissante. En particulier, entre la naissance et l'âge de 6 ans. Entre 0 et 6 ans, le cerveau de l'enfant n'a pas suffisamment d'informations pour pouvoir relativiser le peu d'expérience qu'il a. Donc, il va tout prendre de manière brute et les émotions vont être vécues de manière brute. Alors, il y a les 4, mais il y a aussi les 2 positives. Tout ça va être vécu de manière très intense, ce qui fait qu'un enfant va vivre des choses de manière très forte sans pouvoir les relativiser. Résultat de ça, on va être souvent comment dire ça, poursuivi par des émotions de la petite enfance. Ces émotions de la petite enfance, enfin ces expériences de la petite enfance, alors qu'on ne pouvait pas relativiser les choses, ont donc une importance très marquante. Et souvent, quand on est adulte, on ne comprend pas pourquoi on a tel ou tel problème, telle ou telle difficulté voilà, à gérer des situations. Des fois, on peut avoir toutes sortes de troubles, qui soient physiques, psychologiques, relationnels, qui sont récurrents, qui reviennent. On se demande pourquoi on est toujours dans les mêmes histoires d'amitié, d'amour, de boulot, avec l'argent, toutes sortes de choses. Et des trucs qui sont un peu comme récurrents. On a l'impression qu'on n'arrive jamais à s'en sortir. Alors, quand c'est comme ça, c'est souvent, la plupart du temps, en fait, qu'il y a un lien avec la petite enfance, un élément, une expérience qui a été vécue avec une émotion forte. Et le subconscient, pour protéger la personne, a mis en place un système qui est généralement un système d'évitement. On va se dire, oh non, mais je ne suis pas bon pour ça, je suis timide. La timidité est un moyen de se protéger, par exemple. Toutes nos limitations sont des moyens de nous protéger, des moyens inconscients de nous protéger. En même temps, ça nous limite. Donc, il est intéressant, à un moment donné, de faire une mise à jour sur ces constructions mentales de la petite enfance. Ce qu'il faut comprendre encore, ça c'est vraiment important, c'est que quand vous vivez une émotion négative, en particulier, parce que c'est celle-ci qui nous embête, les positives aussi, mais c'est surtout les négatives qui vont être en ligne de mire, c'est notre propos. Les émotions dites négatives, vécues, s'inscrivent dans le corps. Elles se mémorisent dans le corps. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est-à-dire que quand on vit une de ces émotions négatives, le corps va avoir une réaction. Vous allez avoir une crispation, souvent, une sensation de chaud, de bouillonnement, ou de froid, de glace, de glaciation, on pourrait dire. Le sang qui se glace, on dit, il y a des proverbes, des dictons qui soulignent cela. Et vous allez avoir des sons, des sensations, des visions, des images qui vont se marquer. Et en particulier, les sensations physiques vont générer des tensions qui vont se crisper à l'intérieur même des neurones, les neurotransmetteurs. J'en parlerai un tout petit peu plus loin dans le détail, mais ce qu'il faut comprendre pour l'instant, c'est que les tensions du corps vont créer des mémoires. C'est des mémoires de tension. Et ces mémoires peuvent être très anciennes. On parle même d'hérédité de ces mémoires, puisqu'on parle de mémoire cellulaire et qu'on pourrait, selon certains, hériter des tensions qui ne nous appartiennent pas,
mais qui pourrait appartenir à notre père ou à notre grand-père, évidemment mère ou grand-mère, peu importe, donc de nos aïeux, parents ou aïeux. On compte certains parlent de 3 générations de possibilités d'héritage, de tensions, quand elles ont été assez puissantes, assez fortes. Mais Philippe, Oui. Là, tu parles dans les neurones, ces mémoires, ou les neurones et le corps également? Alors, les neurones, je parlais des neurotransmetteurs, mais je peux en parler maintenant si ça a besoin d'être clarifié. Quand on parle des neurones, on imagine souvent le plat de spaghettis qu'on a dans la tête, hein, les neurones du cerveau, d'accord? Les neurones, effectivement, sont dans le cerveau, mais ils ne sont pas que dans le cerveau. On a bourré de neurones aussi ailleurs dans le corps, qu'on appelle des neurotransmetteurs. Ce sont des neurones très, très fins et très longs, hein. Un peu comme des spaghettis. Imaginez que vous avez des neurones qui partent du cerveau et qui vont chercher ou donner de l'information ailleurs dans le corps. Alors, les neurotransmetteurs, donc ces fils allongés là, qui sont entre l'organe et le cerveau, si vous parlez de la vue, par exemple, les organes de la vue, c'est les yeux. Ils ne sont pas très loin du cerveau. Okay, donc, vous avez, même s'ils sont très, très longs à l'échelle, ils sont quand même plus courts que les neurones du corps, hein. La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, tout ça, c'est proche du cerveau. Les neurotransmetteurs de ces 4 sens sont, entre guillemets, relativement courts. Par contre, les neurotransmetteurs kinesthésiques du corps, c'est des très, très longs neurones. Imaginez la longueur d'un neurone entre votre cerveau et votre orteil. Bon, en réalité, il y en a 2 parce qu'il y a un relais au niveau de la moelle épinière. Mais ça veut dire, ça fait quand même 2 neurones d'environ 1 mètre, hein. Ça part du cerveau jusque dans la moelle épinière, donc dans la colonne vertébrale. Je ne sais pas exactement où, parce que je ne me souviens pas de tout ce que j'ai étudié en anatomie, mais il y a un endroit où, dans telle et telle vertèbre, à tel endroit, il y a le relais pour les jambes et pour les pieds. Et puis depuis là, il y a un second neurotransmetteur, qui va jusqu'à l'orteil. Donc ça veut dire que c'est des très, très, très longs neurotransmetteurs. C'est hyper fin et c'est très, très long. Quand il y a une charge émotionnelle, c'est-à-dire une tension dans le corps, c'est un courant électrique, hein, qui donne l'information. Okay, prenons un exemple tout simple. D'abord, un exemple mécanique. Si quelqu'un vous marche sur le pied, il y a l'information de la douleur qui part du pied jusqu'au cerveau en passant par ce neurotransmetteur, ou pour être plus précis, ces 2 neurotransmetteurs du pied à la moelle épinière, de la moelle épinière au cerveau. D'accord. Donc, on a un long trajet qui informe le cerveau que quelqu'un vous a marché sur le pied et ça dit « aïe ». Okay. Ensuite, le cerveau va renvoyer une information au pied pour faire ce qu'il faut pour que la douleur s'en aille, c'est-à-dire activer le système sanguin, etc., détendre le muscle, faire ce qu'il faut au niveau de la biologie, au niveau des cellules, pour contrer cet écrasement d'un orteil. Bon, l'information de la douleur est une information de haute intensité. Ce n'est pas comme si on vous caresse le pied. Okay, si on vous caresse le pied, c'est une impulsion électrique qui traverse les neurones, donc les neurotransmetteurs, jusqu'au cerveau. C'est une impulsion électrique qui est de faible intensité, qui donne l'information d'une caresse du pied. Maintenant, si on marche sur le pied et qu'on vous tape dessus avec un marteau, ça donne une forte intensité. C'est donc un fort courant électrique qui va devoir passer dans ce tout petit tube tout fin qu'on appelle un neurotransmetteur. Alors, les neurotransmetteurs, ils sont faits pour tenir des grandes charges. On est d'accord. Maintenant, s'il y a répétition, c'est-à-dire que si on vous tape sur le pied ou qu'on vous marche sur le pied plein de fois,
le neurotransmetteur va finir par se crisper, se cristalliser, c'est-à-dire il va arrêter de donner l'information. Et ça va créer un nœud dans le système, dans le, comment est-ce qu'on peut appeler ça, le flux nerveux, et qui va donc empêcher une bonne fluidité de l'information dans le corps. Alors, ça, c'était le cas pour une douleur, c'est-à-dire un aspect mécanique. Maintenant, si vous avez une émotion qui va créer des crispations dans le corps, cette émotion, elle va créer une première crispation, c'est-à-dire une intensité électrique qui va partir d'un organe. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, vous pouvez avoir de la sueur froide, chaude, vous pouvez avoir le cœur qui bat parce que vous avez très peur, vous pouvez avoir le sang qui bout parce que vous êtes en colère, vous pouvez avoir, je ne sais pas, l'estomac qui se noue parce que vous êtes triste, enfin bref, toutes ces sensations, ces manifestations physiques qu'on traverse avec les émotions, toutes ces choses vont envoyer des informations au cerveau sous forme de flux électriques intenses à travers les neurotransmetteurs. Et quand c'est répété, et vous avez pu remarquer que quand vous avez une émotion forte, elle a tendance à se répéter puisque le subconscient veut nous en protéger, donc il est très attentif à toutes ces choses et il a tendance à les reproduire. Eh bien, au bout d'un moment, les neurotransmetteurs qui envoient l'impulsion électrique vers le cerveau de l'émotion vont finir par se cristalliser et ça va créer ici aussi des nœuds dans le système. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais entendez bien que quand vous avez une émotion, vous avez une sensation physique, une crispation. Si cette crispation est assez puissante ou si elle se reproduit, ça va créer des nœuds dans le système. C'est-à-dire que vos neurotransmetteurs, certains d'entre eux en tout cas, vont se cristalliser et le flux électrique ne passera plus de manière fluide. Ce qui fait que ça génère ce qu'on appelle une mémoire de tension et une mémoire qui va avoir tendance à rester, évidemment, à rester, et même on parle donc de ces mémoires cellulaires dont on pourrait hériter si la tension a été suffisamment forte. Pensez, je ne sais pas, peut-être à un aïeul qui a eu un accident, qui a perdu, je ne sais pas, qui a perdu un bras ou une jambe, ou, peu importe, des situations un peu difficiles que les gens peuvent vivre, qui créent beaucoup de tension, qui s'inscrivent au niveau cellulaire, au niveau de ces mémoires de crispation, comme s'il y avait des cristallisations au niveau cellulaire qui peuvent effectivement, semble-t-il, se transmettre par héritage. Mais sans parler aussi loin que ça, rien que si on parle de sa propre vie, nos émotions vont générer des sensations fortes. Ces sensations sont parfois si fortes qu'elles génèrent des crispations au niveau de la transmission électrique neurotransmissible et que dans ce cas, on va avoir effectivement des choses qui vont se cristalliser et rester en place. Alors, même si on fait tout un travail psychologique, même psychiatrique ou même hypnotique, de libération de la mémoire, de libération de modification des croyances, de libération, je ne sais pas, des liens, de toutes les constructions mentales qu'on a pu faire sur les émotions, et ça c'est vraiment possible de le faire avec l'hypnose, il se peut qu'il reste encore des mémoires cellulaires, des crispations internes, malgré tout le travail qui a été fait au niveau inconscient, au niveau du subconscient et de la psychologie. Donc, il est intéressant de travailler sur les deux plans. Quand on travaille au niveau émotionnel,
de travailler d'une part sur la reprogrammation des constructions mentales qui découlent de ces émotions, ou de cette émotion en particulier qui a peut-être été très forte quand on était enfant, enfin bref. Et d'autre part, sur un autre plan, de travailler sur la détente des crispations physiques, des crispations au niveau des neurotransmetteurs, au niveau des flux électriques, des circuits d'énergie dans le corps. Alors là, on peut, alors je ne suis pas spécialiste dans tous les domaines, mais on peut penser aux méridiens, au centre d'énergie, au flux d'énergie, à la médecine chinoise, à l'acupuncture, à différents domaines, l'acupressure, etc., ou même à l'EFT, vous savez, cette technique où on va se tapoter des points sur le corps, sur le visage en particulier, pour refaire circuler l'énergie dans le corps. Enfin, il y a différentes approches qui sont toutes vraiment intéressantes et qui permettent de libérer des mémoires physiques, des tensions mémorisées dans le corps. Il y a plusieurs approches et je voulais vous parler de deux approches, de deux techniques que j'utilise en particulier. L'une pour reprogrammer les constructions mentales, telles qu'on l'a vu, et l'autre qui est là pour libérer les tensions physiques. Et à mon sens, en tout cas, et d'expérience, c'est vraiment important de pouvoir faire les deux. Alors, la reprogrammation mentale, c'est vraiment un truc d'hypnose, d'hypnose, de PNL, etc. On va vraiment jouer avec les différentes structures qui se sont construites sur une émotion. Alors, la première chose, c'est qu'on va repérer l'émotion, on va identifier l'émotion. Souvent, quand on fait un questionnement un petit peu subtil et un petit peu précis, on va sentir l'émotion qui monte. On va souvent avoir la personne, moi je reçois une cliente ou un client, on va souvent être face à une personne qui tout d'un coup a les yeux qui se mouillent, donc qui commence pas forcément à pleurer comme une madeleine, mais disons, on sent que l'émotion elle monte. Donc on va identifier cette émotion, on va la nommer, on va chercher à savoir laquelle c'est ou lesquelles sont en cause. Et on va prendre l'émotion, on va questionner de manière à avoir l'émotion la plus ancienne possible, puisque toutes les émotions suivantes vont se baser sur les premières. Donc, plus on est loin dans le passé, et ça peut être même très inconscient, ce n'est pas forcément un souvenir, mais une émotion qui monte comme ça, qui monte de manière forte, elle est, on peut dire presque à coup sûr, basée sur la première. Et donc, on va identifier quelle est cette émotion, quel est ce groupe d'émotions éventuellement. On va repérer à quel endroit la personne le ressent dans le corps. Pour certains, ça va être au niveau du ventre, ou du plexus, ou de la gorge, ou de la tête, ou dans le dos, ça peut être n'importe où. Mais généralement, c'est au niveau du tronc ou de la tête, c'est rarement dans les membres, mais ça peut arriver. Et donc, identifier à quel endroit se situe dans le corps cette émotion, ça c'est la personne qui va le sentir, qui va le percevoir. Et puis après, on va encore s'approcher de cette émotion en questionnant si c'est plutôt chaud, plutôt froid, c'est plutôt lourd, plutôt léger, etc. On va poser des questions un peu plus précises, de sorte que la personne va vraiment entrer en contact avec son émotion d'une manière assez personnelle, puisque c'est sa construction mentale. Il y a des gens qui ont une émotion qui est verte, puis d'autres qui est rose, peu importe. Certains vont avoir des images qui vont surgir, des images qui seront sur leur droite ou sur leur gauche, ou au-dessus ou derrière, peu importe. Et donc, chacun a vraiment sa construction mentale sur un événement émotionnel du passé, marquant. En travaillant sur cette construction mentale, on va pouvoir faire pivoter, fissurer, si on veut, toutes les
décristalliser, faire fondre quelque part un petit peu cette émotion jusqu'à la reprogrammer. C'est-à-dire qu'on va à un moment donné demander à la personne de trouver le moyen de sortir, d'imaginer qu'elle extrait cette émotion de son corps, ce qui va laisser un trou à l'intérieur du corps, et on va préparer un certain nombre de ressources, de choses qu'elle a envie de ressentir pour remplacer, pour mettre à la place de ce qu'elle aura précédemment enlevé. Je ne vais pas vous expliquer tous les détails de la technique, ça serait un petit peu long, pas très intéressant pour vous, mais pour dire que vraiment, on peut utiliser sous l'état hypnotique, dans l'état hypnotique, et profiter de cet état hypnotique qui est très créatif et très ouvert pour modifier la construction mentale vraiment en prenant la main dessus. Hein. On va enlever quelque chose et mettre quelque chose d'autre à la place, quelque chose de bénéfique qui vient prendre place après avoir enlevé quelque chose de problématique. Alors vous me direz, enfin peut-être que vous pensez que c'est un petit peu farfelu, un petit peu magique. Effectivement, ça a l'air farfelu et magique. Mais en réalité, votre peur des chiens ou que sais-je, peu importe le problème, ce n'est pas du tout rationnel. Vous savez que vous allez au lit et que vous avez de la peine à dormir, vous savez très bien que ce n'est pas rationnel, que vous n'allez pas régler là le problème, ça ne sert à rien d'y penser toute la nuit, vous le savez. On sait ça. On sait que quand on est adulte, on n'a pas de raison d'avoir des peurs des chiens qu'on croise dans la forêt. Il y a plein de choses qu'on n'a pas de raison de faire, qui sont irrationnelles. Et donc, ce n'est pas plus irrationnel de faire un travail de cette sorte, sachant que quand on le fait de manière hypnotique, ça a véritablement un impact très, très important. Irrationnel pour irrationnel, autant utiliser l'irrationnel qui va nous faire aller mieux, hein, plutôt qu'un irrationnel qui nous met les bâtons dans les roues et qui nous fait nous comporter d'une manière inadéquate. Donc voilà la première méthode. Ce que je pourrais dire encore, c'est que les techniques hypnotiques qui sont utilisées avec cette approche de reprogrammation mentale vont permettre au subconscient de transformer les choses, de trier les souvenirs, de défaire également comment est-ce qu'on dit ça, des constructions, des croyances qui sont peut-être là de longue date, et donc vraiment faire du ménage. Et généralement, après ce genre de séance, que je dis généralement, je dirais 95 fois sur 100, les personnes sont complètement étonnées de ce qu'elles viennent de faire à l'intérieur d'elles-mêmes et se sentent comme soulagées d'un poids qui était là depuis très très longtemps, parce qu'elles ont véritablement modifié leur structure mentale et enlevé quelque chose qui les pesait peut-être depuis leur petite enfance, depuis toujours, pour mettre quelque chose de bénéfique, de précieux, repartent avec ça d'une manière complètement transformée. Alors ça, c'est la première phase, on va dire, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure de ces deux aspects de l'émotion. La première phase, c'est de reprogrammer les constructions mentales qui se sont mises en place sur l'émotion. Mais il reste les tensions mémorisées dans le corps. Alors ici, deuxième méthode qui s'appelle einothérapie. Ce n'est pas très connu, ça vient du mot einos qui veut dire l'être. Donc en gros, c'est la thérapie de l'être. Ça veut tout dire et rien dire, mais enfin bref, c'est une thérapie qui a été mise en place il y a un peu plus de 10 ans par un certain Bernard Sensfelder, un breton, je crois. Bon, ce n'est pas un nom tellement breton, mais peu importe. Il me semble, je ne suis pas tout à fait sûr, en tout cas un Français qui vit par là-bas.
sur les travaux de François Roustan. Alors ça, c'est un nom un peu plus connu, peut-être, si vous vous intéressez un peu à l'hypnose, vous avez entendu parler de François Roustan, qui au départ était un père jésuite qui a quitté les ordres pour faire de la psychanalyse pendant des années, il a fait de la psychanalyse, et puis après il s'est tourné vers l'hypnose, il a fait de l'hypnose ericksonienne, et puis tout son parcours l'a amené à faire une hypnose de plus en plus épurée, c'est-à-dire où il ne parlait presque plus. Donc il a beaucoup développé la notion de présence. Le simple fait d'être présent avec son patient, de lui poser une ou deux questions et d'être vraiment dans la présence, dans l'empathie, quand je dis empathie, c'est plus que ça. La présence, c'est vraiment la conscience, je suis un être en relation avec un autre être, et c'est presque de la télépathie, on pourrait dire, inconsciente, où il y a quelque chose de nourrissant qui se passe entre les deux personnes. Sans trop entrer dans ce genre de débat, ça serait peut-être un autre café hypnose de parler de ce qui peut se passer entre deux esprits au niveau inconscient. François Roustan est arrivé à faire une hypnose très épurée dans laquelle il ne parlait presque plus et il obtenait de super résultats juste avec la présence. Et ce qui a pu être démontré, ou en tout cas, c'en est ma compréhension, c'est que cette présence amenait à libérer les tensions dans le corps. Les fameuses tensions dont je vous parlais tout à l'heure, ces crispations des neurotransmetteurs qui maintiennent l'émotion dans le corps. C'est ça qui a fait l'objet des travaux de Bernard Sensfelder et qui a créé l'hypnothérapie. Alors c'est une approche hypnotique, on va dire, mais dans laquelle on ne va pas chercher à mettre la personne en hypnose. On ne va pas chercher absolument à ce que la personne parte dans un état particulier. On va demander à la personne de se brancher simplement à son émotion. On va évidemment la questionner, on va repérer les émotions, on va les identifier, on va chercher les mots-clés de la personne, c'est-à-dire les mots qui ont vraiment du sens pour elle, et on va créer un léger état hypnotique, c'est-à-dire une détente légère, une sensation d'être présent simplement, et évoquer tous ces termes qui sont chargés d'émotions. À partir de là, la personne va entrer dans le terme utilisé, elle va entrer dans la phrase qu'on va suggérer, elle va entrer dans un souvenir, dans une image, ou dans l'expression d'une personne avec qui elle était en relation, par exemple, le père, la mère, le petit copain, peu importe, et avec lequel il y a eu une tension. Donc, on va mettre la personne dans la situation où la tension va se révéler. Et on va laisser la tension exister, puis disparaître, simplement. Ça a l'air un petit peu simpliste de dire ça comme ça, c'est vrai, et ça a à voir avec le fait d'accueillir ce qui est. En réalité, quand on résiste à quelque chose, on lui donne de la force. Quand on résiste, quand il y a quelque chose qui arrive vers nous, quelque chose qui ne nous plaît pas et qu'on veut repousser, pour le repousser, on doit y porter notre attention. Et en faisant cela, on lui donne de l'importance, on lui donne de la force. Alors que si on laisse simplement passer, c'est-à-dire si on accueille ce qui vient, qu'on le laisse être, qu'on ne cherche pas à l'attraper ni à le repousser, on le laisse simplement être, c'est ça qu'on appelle accueillir. Accueillir, ce n'est pas dire accepter. Hein. Accepter, ça veut dire être d'accord que ça s'installe. Mais accueillir, ça veut dire simplement observer que c'est là, que c'est là en train de passer, voilà, que c'est là dans le présent, sans projection d'avenir. Et donc, accueillir permet de laisser être. Et c'est en fait ce qu'on va faire en hypnothérapie, donc avec cette méthode
dans laquelle on va aider la personne à se mettre en contact avec son émotion et on va l'aider à accueillir, c'est-à-dire qu'on va être avec elle, on va être en présence pour l'aider à accueillir cette émotion. Et cette émotion, une fois accueillie, va simplement se dissoudre. Alors, pour illustrer cela, j'aimerais juste vous lire un tout petit passage. Ça va être court, mais quelque chose de vraiment très intéressant que j'ai trouvé au début d'un ouvrage de Tenzin Vagyal Rinpoche. C'est un Tibétain et on sait que les Orientaux ont des approches assez intéressantes sur le lâcher-prise, sur l'acceptation, pas acceptation, pardon, sur l'accueil de ce qui est. Parfois, acceptation et accueil sont très proches. Et ça dit ceci: la meilleure réponse à l'émotion négative consiste à la laisser se libérer elle-même, en restant soi-même dans la conscience non duelle, c'est-à-dire sans vouloir la saisir ni la rejeter. Si nous y parvenons, l'émotion passe comme l'oiseau qui traverse le ciel, il ne reste aucune trace de son passage. L'émotion surgit et elle se dissout spontanément dans la vacuité. Voilà ce que dit ce moine tibétain. C'est très intéressant. Un peu plus loin, il poursuit en disant que laisser l'émotion se libérer elle-même, c'est la meilleure des réponses, mais elle est difficile à donner tant que notre pratique n'est pas avancée et stable. Et c'est pour ça que, je fais un petit aparté, c'est pour ça que l'hypnothérapie nous aide à faire ça. Donc vous avez quelqu'un qui vous aide à accueillir et à laisser passer. Ça permet de faire ce truc-là sans forcément y avoir passé des années de méditation auparavant. Chacun de nous, poursuit-il, quel que soit son niveau de pratique actuelle, peut néanmoins s'arrêter un instant quand surgit une émotion afin de faire le point intérieurement et de choisir d'agir aussi adroitement que possible. Voilà, je ne vais pas étaler plus que ça, mais c'est vraiment important de comprendre que ce qui est mémorisé, cristallisé dans le corps en tant qu'émotion figée, a besoin d'être relâché. Et pour cela, il faut juste l'accueillir et le laisser être. À partir de ce moment-là, ce truc-là donne son message et s'en va. Je parlais des messages. Quand on accueille l'émotion, on peut recevoir le message. Et une fois que le message est reçu, l'émotion s'en va. Alors, quels sont ces messages que nous donnent les émotions? Je parlais tout à l'heure des 4 émotions fondamentales et négatives. Alors, évidemment, il y a les deux émotions positives. La joie et la curiosité, c'est assez évident. Le message de la joie, ça nous dit continue, continue, vas-y, ça c'est bon pour toi. Et le message de l'enthousiasme, ça nous dit vas-y, vas-y, continue. C'est comme ça que tu te réalises, que tu te développes, que tu te déploies. Donc, c'est assez évident d'entendre le message de la joie et de l'enthousiasme. Par contre, les messages des 4 autres émotions sont intéressants. La peur nous renseigne, nous informe d'un danger. Alors, c'est un peu subtil parce que parfois le danger est réel, comme si un chien saute dessus, par exemple, c'est un vrai danger. Il s'agit de réagir pour se protéger. Mais d'autres fois, c'est un danger imaginaire, comme l'histoire du chien, justement, où il y a longtemps, un chien vous a sauté dessus, et maintenant, chaque fois que vous croisez un tout petit clébard, vous avez l'impression d'être face à un lion. Donc, on a ici un danger qui est projeté, un danger qui est imaginaire. Néanmoins, donc la peur nous informe d'un danger et cette information peut être précieuse soit pour se protéger, soit pour aller de l'avant et retrouver donc des émotions plus anciennes. La tristesse nous informe qu'on a
perdu quelque chose de précieux et qu'on ne va pas pouvoir continuer comme avant puisque ce truc précieux-là a disparu. Ça peut être un être cher, un deuil, ça peut être qu'on a perdu un ami, on a été trahi par exemple par un ami, ça peut être qu'on a perdu la santé, ça peut être qu'on a perdu son job, ça peut être voilà, toutes sortes de choses qui changent, des choses auxquelles on tenait et qui ont été perdues. Et donc, l'information de la tristesse, c'est de nous dire, eh bien, mon gaillard, tu ne vas pas pouvoir continuer comme avant parce que c'est perdu, ça ne va pas revenir. Donc, il faut modifier ton système pour que tu puisses aller de l'avant et créer ton futur sans ce truc-là. Voilà. Donc, ça, c'est l'information de la tristesse. L'information du dégoût, elle est assez claire. Ça nous informe sur ce qui n'est pas bon pour soi. C'est surtout utilisé au début de la vie, quand on met tout à la bouche et puis quand on explore le monde. Le dégoût est très important pour nous dire ce qui est bon et pas bon pour nous. Et puis, j'ai gardé la colère pour la fin parce que la colère est une émotion particulière, une émotion subtile, complexe, qui nous renseigne sur nos valeurs. On ne se met jamais en colère si nos valeurs personnelles ne sont pas touchées. Et donc, ça va vraiment nous renseigner sur qu'est-ce qui est important pour moi. Et lorsque quelque chose qui est important pour moi est mis en danger, ça me fout en pétard, ça me met en colère. Faut-il encore savoir entendre ces colères, puisqu'on a été entraîné, conditionné depuis tout petit à refouler nos colères, puisque c'est une émotion qui fait peur à tout le monde. Évidemment, il y a des gens qui deviennent violents dans la colère. Donc, c'est une sensation comment dire ça, une sensation qui est difficile à vivre pour son entourage. Donc, comme on n'a pas envie de poser problème à son entourage, on se retient d'être en colère et finalement, à force de refouler ces colères, on les entend plus et donc on a de la peine à recevoir le message. D'où l'importance d'accueillir, je reviens à ce qu'on disait juste tout à l'heure, accueillir les émotions, ne pas chercher à les attraper, à les refouler ou à faire quoi que ce soit avec ou à leur sujet, juste les accueillir pour recevoir le message et les laisser se dissoudre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est ce que permet justement cette technique d'énothérapie, puisqu'en fait, on va accompagner la personne pour faire cela. Il y a eu des expériences qui ont été faites au niveau des cauchemars et on s'est rendu compte que le cauchemar permettait de relâcher des tensions et que donc dans l'état hypnotique, quand on laisse monter une tension, c'est le cas avec un cauchemar, on laisse monter une tension, on vit la tension, donc on vit un petit moment désagréable. Au bout d'un moment, le métabolisme, le système dans son entier, se rend compte qu'il n'y a pas de danger immédiat et il annule la tension. Il dit « Ok, fausse alerte ». Et il annule la tension et il rétablit les circuits. Et c'est là où c'est vraiment important, ce travail sur les tensions du corps, sur les mémoires cellulaires, parce qu'on va pouvoir, en accueillant l'émotion, en la laissant être, en passant ce petit moment désagréable de sensation où on ressent à nouveau l'émotion, le corps et tout le système du métabolisme vont prendre acte qu'il n'y a pas de danger et va relâcher, c'est-à-dire rétablir les circuits. Et ce qui est génial quand on fait ça, c'est que ça rétablit les circuits dans le neurotransmetteur. Peu importe depuis combien de temps c'est là. Et donc, on va pouvoir, comme ça, finir le nettoyage de ces émotions qui peuvent être parfois très, très anciennes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant. J'aimerais vous faire un petit
petite expérience, parce que ça va être intéressant d'expérimenter aussi un peu ça, d'une certaine manière en tout cas. Là, ça fait une heure qu'on est ensemble, que je vous papote comme un gros bavard que je suis. Voilà, je vais laisser à nouveau alors permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro. Alors, vous pouvez réactiver vos micros si vous avez une question. Et si je vois que quelqu'un dit mon micro ne fonctionne pas, il faut le réactiver. Vous devez avoir un petit icône sur la droite dans le chat pour réactiver votre micro. Voilà. Sinon, vous pouvez écrire votre question dans le chat. Moi, j'ai une question. Alors, Mireille, je comprends très bien. Tout ce que tu as expliqué, qu'est-ce que tu penses par rapport à l'épigénétique? Et est-ce qu'il y a un rapport entre l'épigénétique et le fait de faire de l'hypnose pour éliminer ces cristallisations? Alors, est-ce que tu peux me dire ce que tu entends par épigénétique, s'il te plaît? L'épigénétique, oh là là, c'est difficile à expliquer. C'est le fait de justement modifier nos structures dans les neurotransmetteurs avec l'hypnose, justement. Oui. C'est rallongé. C'est difficile pour moi d'expliquer. Je ne suis pas une pro de l'épigénétique, mais c'est vraiment essayer de modifier les neurotransmetteurs grâce à la méditation et à l'hypnose. Ouais. Donc, je voulais savoir ce que tu en penses par rapport à ton travail et cette épigénétique. Alors écoute, je ne connais pas les techniques spécifiques de l'épigénétique, mais de ce que je comprends, c'est proche de ce que je viens d'expliquer. Donc, pour moi, il y a vraiment, au niveau des émotions, on parle ici des émotions importantes. Je ne parle pas juste voilà, d'avoir une tristesse. On a tous des tristesses, on a tous des colères, etc. Mais ce dont on parle ici, c'est des choses qui nous posent problème de manière récurrente sur une longue durée dans la vie. Ça veut dire que c'est des choses qui sont liées à des traumatismes ou à des blessures de l'enfance, de la petite enfance. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il y a lieu de faire un double travail. D'une part, de reprogrammer le subconscient et d'autre part, de travailler sur ses mémoires cellulaires. Si l'épigénétique le fait, alors je ne suis pas un spécialiste, c'est parfait. Mais ce n'est pas une technique, l'épigénétique. D'accord, ok. Ce n'est pas une technique. On en parle souvent maintenant, il y a des émissions là-dessus sur YouTube, et c'est tellement passionnant. Ok. Mais c'est ce qu'on reçoit aussi, tu parlais de nos ancêtres tout à l'heure, ce qu'on peut hériter de nos ancêtres, de nos parents, jusqu'à 3 générations. Il y a une possibilité de ne plus devoir être soumis aux expériences négatives de nos ancêtres. Oui, ben ça correspond tout à fait à ce dont je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on parle de mémoire cellulaire, donc à travers l'ADN, on reçoit des informations sur notre structure physique, mais aussi mentale, des traits de caractère. Il m'arrive de me surprendre moi-même à avoir un peu des traits de caractère de mon papa, par exemple. Donc, si on peut prendre des traits de caractère, on peut prendre aussi peut-être des traits de caractère du grand-père. Et s'il y a des traits de caractère, c'est qu'il y a peut-être aussi des mémoires sur des limitations, des émotions, etc. Donc, tout ça me paraît assez logique. Ouais. Tout ça me paraît assez logique. Et qu'effectivement, on a vu, alors ça, je ne saurais pas donner les sources, hein, donc je vous le donne un peu entre guillemets, comme on dit, mais on a pu voir, selon des études assez récentes, que l'ADN change. L'ADN a un potentiel de changement. Jusqu'à il y a quelques années, on pensait que l'ADN, c'était un truc figé, on est né comme ça, on mourra comme ça. Et en réalité, on se rend compte que l'ADN peut changer.
Donc, ça veut dire aussi que notre corps, tous nos systèmes, toute notre structure a le potentiel de s'adapter et que toutes ces approches dont on vient de parler sur les émotions, ben, c'est vraiment important. Les émotions, c'est ce qui colle les choses dans le subconscient. Hein. C'est comme le ciment de nos programmations. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est aussi complexe de les modifier, parce que c'est le garant aussi de nos systèmes de protection. Donc les émotions ne sont pas là pour rien, elles sont là pour nous signaler des choses, nous permettre d'identifier des dangers ou des choses qui sont négatives pour nous. Donc les émotions nous permettent de nous situer par rapport à notre survie. Donc c'est pas rien. Ça veut dire que ces émotions, elles sont quand même bien protégées. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, il est important de faire un double travail, comme je le disais, donc d'une part sur la reprogrammation mentale et d'autre part sur les mémoires cellulaires. Voilà, j'espère que j'ai répondu un peu à la question. Merci. Ok, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Alors, il y a des problèmes de micro. Ok. Quelqu'un demande, le cauchemar serait donc utile pour libérer les tensions? Alors, effectivement, comme je le disais, ce n'est pas agréable de faire des cauchemars, mais c'est utile. C'est-à-dire que souvent, quand on peut avoir des périodes où on fait beaucoup de cauchemars, des périodes comme ça, cauchemardesques, simplement parce qu'on est dans un changement de vie et il y a beaucoup de choses qui émergent, qui remontent, et le système inconscient, subconscient, utilise le cauchemar pour libérer des choses. Donc, voilà. Après, il y a toute l'interprétation des rêves, ça c'est un autre domaine qui est souvent assez hasardeux, même s'il y a des archétypes et des symbolismes très intéressants. Ça reste un peu hasardeux parce qu'on a chacun notre perception personnelle, notre symbolique personnelle des choses. Donc c'est vraiment un art particulier, l'interprétation des rêves, mais le fait de vivre le cauchemar et finalement de le laisser être. Ce que je peux vous conseiller si vous cauchemardez, c'est quand vous vous réveillez d'un cauchemar, souvent ça nous réveille, et c'est ce qui fait qu'on s'en rappelle, c'est de regarder le cauchemar avec une certaine bienveillance, en disant bah, ce cauchemar est en train d'emporter quelque chose avec lui. Hein. Même si on ne sait pas ce que c'est, pas très grave. Hein, mais vous savez qu'il emporte une tension. Il vient de nettoyer quelque chose en vous. Et donc ça peut être vraiment intéressant, précieux à considérer. Voilà. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, j'aimerais vous faire expérimenter quelque chose. Et pour cela, on ne va pas faire d'hypnose particulièrement, mais juste utiliser une autre méthode qui s'appelle la méthode Sedona, qui est une méthode de lâcher prise que j'aime utiliser aussi en lien avec l'hypnose et qui utilise le questionnement. Donc, il vous suffit simplement de porter votre attention sur les questions que je vais vous poser et laisser apparaître, laisser répondre pour vous ou laisser répondre à l'intérieur de vous simplement ce qui vient. Et on va commencer par une chose toute simple. Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans vos émotions ou vos pensées? Laissez émerger quelque chose, une émotion importante pour vous que vous aimeriez changer. Laissez-la venir, laissez-la apparaître à votre esprit. Pourriez-vous, dans un premier temps, vous permettre d'accueillir, au sens d'accueillir, comme on le disait tout à l'heure, simplement laisser être dans le présent? Pourriez-vous donc vous permettre simplement d'accueillir votre propre désir de changer cette chose-là? Et pourriez-vous ensuite vous permettre de laisser ce désir de changement s'en aller?
Et pour que ce soit plus clair, je vais le refaire une fois. Laissez émerger une émotion ou une pensée que vous désirez changer, ou refocalisez votre attention dessus. Pourriez-vous vous permettre d'accueillir votre propre désir de changer ce truc-là? Juste accueillir votre désir de le changer. Et pourriez-vous vous permettre de laisser partir ce désir? Le laisser s'en aller. Voudriez-vous le laisser s'en aller? Quand? Quand voulez-vous le laisser s'en aller? Votre subconscient est en train de faire des choses très intéressantes à partir de ces questions. Et j'aimerais continuer avec une autre courte série de questions. Quelle est votre impression du moment présent par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à ce que vous réfléchissez ou à vos pensées? Quelle est l'impression du moment présent? Pourriez-vous vous permettre d'accueillir cette impression ou l'émotion qui est associée, ou le sentiment peut-être? Il y a quelque chose en vous qui est en train d'émerger, qui a besoin d'être soutenu, qui a besoin de votre attention. Quelque chose dans votre vie, quelque chose que vous aimeriez améliorer. Et cela vous donne une impression, une émotion. Pourriez-vous simplement vous permettre d'accueillir cela et de le laisser être? Pourriez-vous vous permettre également d'accueillir toute résistance à cette émotion, à cette impression, ou même éventuellement toute résistance à accueillir? Pourriez-vous vous permettre d'accueillir toute impression que c'est personnel, qu'il s'agit de vous, ou qu'il s'agit de qui vous êtes? Cette impression, cette émotion. Pourriez-vous vous permettre d'accueillir toute impression, toute illusion qu'il s'agit de vous? Finalement, pourriez-vous vous permettre de laisser tout cela s'en aller? Partir, se détacher de vous, se fondre dans la vacuité. Et votre subconscient trouve le moyen de créer exactement ce qu'il vous faut pour amplifier cela, pour vous apprendre à réduire la force de toutes ces choses, de toutes ces habitudes, pour laisser place à votre réflexion profonde, en vous rappelant que l'émotion que vous éprouvez est juste une trace de quelque chose de lointain, d'un lointain passé, et qu'il devient possible pour vous de relâcher votre identification à cette émotion ou à une opinion ou à une sensation, afin de laisser partir ce réflexe d'être sur la défensive. Alors le nœud de l'émotion se défait et le corps rétablit la fluidité dans tous vos systèmes. Exactement comme c'est bon et juste pour vous de le faire en cet instant.
Portez votre attention sur votre respiration. Voyez juste comme elle est en cet instant. Profitez de la respiration telle qu'elle est, juste en ce moment, sans chercher à vouloir la changer. Pourriez-vous simplement vous permettre de laisser la respiration se faire telle qu'elle est et de vous permettre d'être tel que vous êtes. Voilà. Et alors que vous pouvez laisser tout ceci au bon soin de votre subconscient qui va continuer à activer, à amplifier tout ce qu'il vient de faire pour vous. Vous pouvez voilà, bouger à nouveau un peu, prendre une grande inspiration. Voilà, une grande respiration et juste être présente, présent à ce que nous sommes en train d'explorer maintenant. Je vous remercie de votre attention et je suis ouvert maintenant à des questions éventuelles qui pourraient se poser encore. Si vous voulez utiliser votre micro, c'est possible. En tout cas, j'ai vu que Maria, ton micro, il fait beaucoup de bruit. Je crois que tu as un petit problème de son, mais tu peux mettre, si tu as une question, la mettre dans le chat. C'est possible aussi pour les autres aussi. Soyez toutes et tous les bienvenus avec des questions si nécessaire. Sinon, j'aimerais vous rappeler que pendant que vous pouvez vous manifester, j'aimerais vous rappeler, disons, les grandes lignes de ce qu'on a vu aujourd'hui, les émotions négatives qui vont coller le système sur la durée, les tensions dans le corps qui vont elles aussi cristalliser ces tensions et ces programmes dans le temps, les structures mentales qui se construisent autour, l'histoire des neurotransmetteurs à libérer et à fluidifier de nouveau ces informations électriques entre les différents organes, donc les sensations et le cerveau. Et voilà, donc ces différentes possibilités de vraiment travailler sur les deux plans importants, construction mentale et sensation physique. Et vous signalez que le prochain Café Hypnose, ça sera au mois de février, puisque les cafés hypnose ont lieu tous les premiers mardis du mois, sauf janvier, parce que le premier mardi du mois de janvier, je pense qu'on sera encore en train de faire un peu la fête ou de se reposer de la fête. Je le souhaite en tout cas à toutes et à tous. Et donc, on saute le mois de janvier et on se retrouvera donc le 2 février. Alors, soyez attentifs. Est-ce que ça aura lieu en présentiel ou à distance, ou peut-être même les deux? Je ne sais pas. Cette première expérience est intéressante de pouvoir faire un exposé, une conférence un peu interactive à distance. Le prochain Café Hypnose, 2 février, parlera des ressources du changement. Donc, pour faire suite à ce qu'on a vu aujourd'hui, comment est-ce qu'on va installer les ressources, où est-ce qu'on les trouve et comment les activer et les installer dans notre quotidien pour nous améliorer la vie. Une fois qu'on a fait le nettoyage, eh bien, on va réinstaller. C'est un peu comme quand on nettoie une maison, fait les grands affronts de printemps. Après, on refait la déco et tout ça, on se réinstalle. Des fois, on réagence les meubles différemment ou même on intervertit le mobilier d'une pièce à l'autre. Bref, on se réorganise. Et donc, c'est l'idée de travailler, d'aborder cette histoire des ressources du changement. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Hein? Merci, je vais m'applaudir moi-même, mais ça n'a pas d'importance, tout le monde est content. Je vois que nous sommes encore 12 participants. Voilà, merci d'avoir été là. Vous pouvez évidemment retrouver ces informations
par la page Facebook HypnoRéussite ou par le site hypnoreussite.ch, retrouver des informations, prendre contact avec moi. Voilà, vous laissez être surpris par votre propre subconscient qui vous prépare de magnifiques périodes à venir. Merci pour vos jolis commentaires et je vous souhaite une bonne soirée et une belle fin d'année. Ça va être une année 2021 extraordinaire qui nous attend avec beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés. Et je me réjouis de la vivre avec vous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.